Bonsoir à tous. Donc je remplace Dominique Durer qui ne peut pas être parmi nous. Et donc, ben oui, j'improvise un petit peu, parce que je le sais depuis hier. Je n'ai pas de diapositive, donc ça va être uniquement de l'oral. Je me suis inspiré de l'abstract qu'elle nous a envoyé, et que vous avez tous dans les documents qui vous ont été remis ce matin, et puis de mon expérience de médecin de famille depuis un peu plus de 40 ans. Donc l'intervention, c'était promouvoir une alimentation saine grâce aux conseils en soins primaires. Donc la première question que je me suis posée, c'est quand est-ce qu'on donne des conseils alimentaires en soins primaires? Donc hier, Monsieur Martin nous en reparlera tout à l'heure, nous avons eu une présentation de résultats de thèse. Et une des internes nous a montré qu'en soins primaires, ça devait être autour de 15%, c'était plutôt 20-25% en soins secondaires. Donc c'est une situation qui n'est pas très fréquente, mais qui existe. Et dans quelles circonstances, en soins primaires, on peut être amené à donner des conseils alimentaires? Alors, la demande du patient, certainement, c'est, à mon avis, assez rare. Dans des consultations ayant un profil particulier, je pense aux sportifs. Les sportifs demandent des conseils. On n'est pas forcément très compétent là-dessus, mais bon, il faut essayer d'y répondre. Le plus fréquent dans une consultation de médecine de famille, c'est les bébés, les nourrissons, et c'est les enfants. Donc on ne va pas parler de ça parce que c'est tellement spécifique, et il y a eu une autre session un petit peu là-dessus. On peut aussi suspecter un mauvais comportement alimentaire chez un patient et essayer de savoir un petit peu comment ça se passe et le questionner là-dessus. Ça peut être l'occasion, effectivement, de délivrer des conseils. Alors, quels conseils on va donner? Il y a essentiellement des conseils pratiques. Ce qu'on a appelé ce matin, je crois que c'est peut-être M. Le Cerf a appelé ça l'intervention brève, c'est-à-dire une information concise, précise et qui ne va surtout pas durer longtemps, parce que les consultations sont courtes. Donc cette intervention brève, elle va être le conseil du régime méditerranéen, que je ne vais pas détailler, vous le connaissez tous. Le conseil de se méfier des sucres, notamment chez les adolescents qui sont une population particulière, de tous les sodas qu'ils peuvent consommer. Le conseil de se méfier des aliments transformés, donc de tous les aliments industriels, les plats cuisinés, les plats préparés, tout ce qu'on peut trouver dans les rayons des supermarchés. Trop de sel, trop de matières grasses saturées, enfin tout ça vous le connaissez, je ne vois pas bien l'intérêt de le détailler. Peut-être leur dire quand même, ça c'est un conseil qui dans ma pratique m'a paru utile, de faire attention aux sensations de faim, aux sensations de satiété, de les respecter. C'est pas toujours facile, on le sait bien, surtout quand on est dans une atmosphère un peu conviviale. Mais il faut leur expliquer que c'est important et que de manger lentement, de poser sa fourchette entre les bouchées, ça peut être utile. Et puis de boire. Voilà, boire de l'eau, bien entendu, quand on n'est pas dans une atmosphère festive. À côté de ces conseils pratiques qui paraissent assez évidents, dans mon expérience, il faut y ajouter des conseils personnalisés. Alors, c'est vrai qu'en soins primaires, je pense qu'on le fait très rarement, mais si c'est nécessaire, et si c'est notamment la demande du patient, il faut aller un petit peu plus loin en faisant une enquête, en lui demandant de faire une enquête alimentaire pour savoir vraiment comment il mange, parce que pour donner des conseils, il faut savoir comment il mange. Sinon, on parle un petit peu dans le vide. Donc il y a des patients qui sont d'accord et qui vont faire leur enquête pendant une petite semaine. C'est en général largement suffisant pour se rendre compte des erreurs qu'ils peuvent faire. Ça peut être intéressant aussi de savoir qui cuisine à la maison et de consulter avec le cuisinier ou la cuisinière. C'est pas toujours les femmes, contrairement à ce qu'on croit. Donc ça, c'est les choses un petit peu simples et qui sont de la pratique, pas quotidienne puisque c'est pas très fréquent, mais quand même assez fréquente. Ce qui est peut-être aussi important, c'est de savoir sous quelle forme il faut donner ces conseils. Alors, je vous ai dit intervention brève, ça veut dire intervention orale. Je vous conseille de faire comme si, c'est mieux que de dire faites ci, faites pas ça. Mais on sait quand même que c'est pas très efficace, que l'adhésion n'est pas toujours là.
Alors, on peut écrire des conseils. Il y a des collègues qui prennent le temps d'écrire sur une ordonnance. Ça ressemble quand même un peu aux injonctions. Est-ce que c'est plus efficace? C'est pas sûr. Beaucoup utilisent les fiches conseils. Alors les fiches conseils, ça peut être des fiches qu'on a rédigées soi-même ou des fiches qui sont très élaborées. Et en France, le PNNS nous a apporté une documentation très riche, très importante, qui a été envoyée à tous les médecins généralistes de France. On a reçu des cartons entiers. Et ces documents étaient bien faits. Ils ont été largement distribués, au moins par ceux qui étaient intéressés par ce sujet-là. Vous nous avez parlé tout à l'heure du Nutri-Score, qui est quelque chose de nouveau en France. Et à ce moment-là, je me suis dit, mais il y a aussi les applications de smartphone. Alors, j'en ai aucune expérience, je ne l'ai jamais conseillé. Mais je ne sais pas si quelqu'un a cette expérience. Alors, moi, j'ai téléchargé il n'y a pas très longtemps une application qui s'appelle Yuka, qui me dit... on scanne, vous savez, le code barre au supermarché, et ça nous dit... bon, alors, je l'ai essayé une fois au supermarché, et tout ce que je regardais, c'était très mauvais. Alors, voilà. Donc, bon. Alors, sur les fruits et légumes, il n'y a pas de code barre, donc on ne peut pas savoir, mais on peut quand même penser que c'est bon. Donc, la forme est importante si on veut avoir l'adhésion du patient. Le conseil alimentaire, c'est quelque chose qui est difficile. Enfin, c'est comme le conseil de sevrage tabagique et le conseil alcoolique, hein, parce qu'on sait très bien qu'on est souvent dans l'échec. Et pour le médecin, quand il est dans l'échec, il peut se remettre en cause. Donc, dans les travaux qu'on nous a présentés hier aussi, on a vu qu'il y avait quand même souvent un sentiment de manque de compétence du médecin qui se disait « Oh ben moi, je sais pas faire ça, ça marche pas, je suis pas compétent ». Alors ils disent j'ai pas été formé. Madame Laville ce matin nous en a parlé. Ils disent qu'ils n'ont pas été formés à la nutrition. Néanmoins, quand on essaye de les observer, les conseils qu'ils donnent sont plutôt de bonne qualité. Donc ils sont comme Monsieur Jourdain, ils savent faire sans l'avoir appris, mais ils ont été quand même un peu imbibés par l'apprentissage des pathologies, où on parle quand même beaucoup de nutrition. Donc je pense que c'est surtout un ressenti, ce sentiment de manque de compétences. Et hier, on nous a dit aussi qu'il y avait un sentiment de manque de légitimité pour certains. Alors, légitimité, si on est soi-même en surpoids, voire obèse, c'est un petit peu difficile pour certains de donner des conseils. Donc ils sont un petit peu fuyants. C'est du moins l'impression qu'on a eue dans la communication d'hier. Je me suis quand même pensé si ce n'était pas un avantage, si ça ne pouvait pas être un avantage, en disant aux patients, vous savez, moi je sais ce que c'est, donc j'ai les mêmes difficultés que vous, et de se mettre un petit peu sur un point d'égalité. Je pense que parfois on a quand même, on crée un lien qui peut être assez satisfaisant. Je suis enseignant, en plus de mon exercice libéral, donc je suis obligé de parler d'enseignement. Donc effectivement, il y a quelques cours de nutrition en deuxième cycle dans nos facultés françaises. Mais nos étudiants travaillent pour réussir l'examen de fin de deuxième cycle, qui va les classer, qui va leur permettre de choisir leur spécialité et la ville où ils vont aller acquérir cette spécialité. Donc c'est un challenge pour eux, ils bossent pour ça, et ils bossent comment? Ils apprennent par cœur des pages et des pages et des pages. Et nous, en tant que médecins de famille, ça nous fait un petit peu frémir, mais néanmoins, on reçoit des bons étudiants qui survivent à ces 4 années de deuxième cycle, et on est obligé un petit peu au début pas de les pervertir, mais de leur faire changer un petit peu de vision sur l'exercice de la médecine. Donc, qu'est-ce qu'on leur apprend? On ne leur apprend pas la nutrition. En troisième cycle, nous, on ne fait aucun cours sur la nutrition, comme on ne fait pratiquement aucun cours de pathologie. On leur apprend à communiquer avec un patient, à s'intéresser au patient plus qu'à la maladie. C'est un petit peu ce que j'ai dit ce matin déjà. Hein. Et on leur apprend l'approche centre-patient, l'approche motivationnelle. Donc le troisième cycle est pour nous un cycle professionnalisant et pas un cycle où on doit acquérir des connaissances supplémentaires, ils en ont déjà tellement.
Ce qui est nouveau aussi, et je crois que Madame Laville nous a parlé un petit peu des changements en France, le système de soins est en train d'évoluer assez vite actuellement. Et un des changements, et qui est important sur le sujet d'aujourd'hui, c'est l'expérimentation ASALée. Alors ASALée, ça veut dire assistant libéral. Ce sont des infirmières qui viennent aider les médecins libéraux, puisque la médecine de famille en France est essentiellement libérale, dans la prise en charge des maladies chroniques, le diabète, l'hypertension, les maladies cardiovasculaires, éventuellement la bronchopathie chronique. Ces infirmières sont financées par des fonds publics et sont là pour seconder le médecin qui, lui, n'a pas le temps, puisque c'est l'argument principal, je n'ai pas le temps. Un patient en France, ça vient en général avec 2 ou 3 motifs de consultation, il faut régler le problème en 15 minutes en moyenne. Donc, c'est pas possible d'être efficace en matière d'éducation thérapeutique. Et le conseil, ça fait un peu partie quand même de l'éducation thérapeutique. Donc, ces infirmières sont là pour suivre ces patients chroniques et leur apprendre ce qu'est leur maladie, qui prennent en charge eux-mêmes leur maladie. Et c'est expérimental. C'est ça depuis quand même maintenant une dizaine d'années quand même, mais ça se diffuse sur tout le territoire. C'est pas encore évalué. L'évaluation est en cours, donc je peux pas vous dire que c'est bien, mais j'ai le sentiment quand même que c'est bien. Le recours aux autres professionnels, parce que bien sûr, c'est dans la pluriprofessionnalité qu'est la solution lorsqu'on est en difficulté, pas tellement en soins primaires, bien sûr, mais surtout en soins secondaires, c'est le recours au diététicien, pas pris en charge, on l'a pris ce matin, le nutritionniste en France, enfin, au moins dans l'esprit des médecins généralistes, la représentation n'est pas très bonne, parce que ce sont des gens qui font de l'argent en essayant de traiter les obèses, mais ils ne sont pas tous comme ça. Voilà. Si vous avez des questions.